Pourquoi j'ai plaidé coupable de Jean Kambanda? À partir de la page 65 du livre de Jean Kambanda, Rwanda face à l'apocalypse de 1994, contribution au progrès de la justice et aux efforts de réconciliation du peuple rwandais, Jean Kambanda y détaille des raisons qui l'ont amené à plaider coupable en ces termes. J'ai donné un certain nombre de raisons qui m'ont poussé à plaider coupable malgré moi pour des crimes que je n'ai pas commis. Monsieur Alain de Brouwer, criminologue qui a préfacé ce livre, revient sur le jugement de Jean Kambanda qu'il qualifie de personnalité africaine courageuse et généreuse, condamnée à une mort lente dans la chaleur étouffante de sa Bastille sahélienne, d'un homme emprisonné à perpétuité, loin de sa famille exilée et coupé de ses racines. Ikondra Libre a pu se procurer de l'intégralité d'un entretien entre M. Alain de Brouwer et un membre de la société civile rwandaise. Rappelons que M. Jean Kambanda a été Premier ministre du gouvernement intérimaire au Rwanda d'avril à juillet 1994. Alors, M. Alain de Brouwer, vous êtes criminologue et c'est à ce titre que vous avez été destinataire d'une copie conforme du courrier que Jean Kambanda, l'ancien Premier ministre du Rwanda, a envoyé le 10 novembre 2011 à la présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda, Madame Rachid Khan Khalida. Monsieur Jean Kambanda transmettait à cette occasion des preuves en sa qualité de Premier ministre durant le génocide. Donc il était Premier ministre du 9 avril, je pense, jusqu'au 17 juillet 1994. Alors, ma question est la suivante. Savez-vous, Monsieur Alain de Brouwer, et vous qui avez préfacé le livre de Jean Kambanda, Le Rwanda face à l'apocalypse de 1994, contribution au progrès de la justice et aux efforts de réconciliation du peuple rwandais, édité par les éditions EME. Savez-vous si M. Kambanda a eu une réponse de la présidente du tribunal? Je pense qu'il n'en a reçu aucune. Pourtant, non seulement il y a eu la lettre de Jean Kambanda, mais ce livre-là a été aussi destiné et envoyé tant à la présidence du tribunal, je crois me souvenir du nom de M. Théodore Méron, que du parquet Hassan Boubacar Jalal ont reçu à La Haye ce livre où Jean Kambanda livre son témoignage, celui qu'il n'a pas pu délivrer lors d'un procès normal et équitable devant une justice qui cherche la vérité et non pas une justice opportuniste. Alors, dans son document d'énervement, Jean Kambanda, à Koulikolo de sa prison du Mali, a édité un document intitulé « La planification du génocide des Tutsis et du génocide des Hutus par Paul Kagame ». Alors, vous, en qualité de criminologue, ce document il me semble être important. Vous, en qualité de criminologue, quels sont les éléments criminologiques et criminogènes qui pourraient confronter, en tout cas confirmer ou infirmer les preuves qu'apporte le Premier ministre Jean Kambanda? Mais la situation est relativement simple. On sait que Jean Kambanda voulait collaborer avec la justice internationale dès 1994, alors qu'il est en exil, son gouvernement se trouve en exil, dans les deux Kivu, et bien il réclame l'instauration d'un tribunal pénal international pour juger
les responsables de cette horreur de 94. Les responsables. Quand il a été arrêté à Nairobi, il a tout de suite été mis hors des institutions d'Arusha, prison et autres. Il a été mis à l'isolement à Dodoma pendant 8 mois. Il a été complètement retiré de la circulation. Il n'a eu aucun accès à son avocat, Maître Skes. Et il a réfléchi et il a peaufiné son témoignage. Il a accepté la responsabilité politique parce qu'il considérait que, à la tête de son gouvernement, il n'avait pas pu appliquer pourtant les directives qui ont été données aux préfets et aux différentes autorités du pays pour ramener la pacification et arrêter ces horribles massacres. Et on a discuté avec lui un moyen de mettre à l'abri, c'est-à-dire en sécurité, sa famille se trouvant toujours sur le continent africain lors de son arrestation. Et les négociateurs du parquet, et en particulier un policier, Pierre Duclos, qui a, interrogé et suivi Jean Kambanda durant cette période d'isolement, et qui était par ailleurs, dit-on, dans certains milieux suspecté à la police judiciaire du Québec d'avoir une tendance à fabriquer des preuves. Jean Kambanda a donc accepté un plaidoyer de culpabilité et il a confirmé cela devant le tribunal en, je pense, juin 97. Il fallait que cet aveu réponde à des critères objectifs pour être acceptable par la justice. Et Jean Kambanda avait complété son aveu, son plaidoyer de culpabilité, tout en expliquant ses motivations dans un document qui a disparu de son dossier. Les juges, et notamment un des juges qui s'est enquis de savoir où se trouvait ce document, n'a pas obtenu satisfaction, on a perdu ce document. Et donc, au moment du prononcé de la peine, on a simplement acté ses aveux. On lui avait imposé, tout à fait en fin de procédure, un avocat de remplacement de Maître Skes, un avocat qui ne pouvait pas travailler juridiquement en français, langue de travail de Jean Kambanda, encore moins en Kinyarwanda, langue maternelle de Jean Kambanda. Et cet avocat, Oliver Michael Inglis, de nationalité camerounaise, faisant partie du Cameroun anglophone, et avocat de la famille Mouna, du nom du procureur adjoint, Mouna, qui a traité le dossier. Cet avocat avait laissé miroiter une possibilité en disant « Voilà, vous n'avez rien à vous reprocher. En fait, vous avez été la victime des planificateurs du génocide. C'est le gouvernement dominé par le MRND
Et donc, voilà, mon client, Monsieur Jean Kambanda, lui, n'a rien à se reprocher. Donc, il a plaidé les circonstances atténuantes. Mais, en toute justice, si vraiment les aveux sont honnêtes et sincères, eh bien, un Premier ministre qui couvre un génocide pur et dur, tel que le comprenaient certains à Arusha, sans nuance, eh bien, il encourt, en toute logique, la peine principale, la peine à perpétuité, l'emprisonnement en perpétuité. Oui. Alors, il est allé en appel, on y arrive, il est allé en appel, et en 2000, malgré tous les éléments mis sur la table qui montrent que l'aveu repose plus sur des pressions et sur un chantage à la protection de sa famille et sur l'omission de certains documents dans les mains du parquet, notamment les motivations réelles de Jean Kambanda, motivation expliquant son geste. Et le jugement fait alors est un jugement purement formel. Il n'a eu droit d'ailleurs qu'à des avocats hollandais dont le bureau se trouverait proche du lieu où il était emprisonné au moment de son appel, c'est-à-dire à Scheveningen, près de La Haye. Et très clairement, on a plaidé pas la jurisprudence, la procédure. On peut dire que le tribunal d'appel, la chambre d'appel, a considéré que Jean Kambanda était bien coupable, suivant ses aveux, coupable non seulement de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide, d'incitation et d'entente pour l'organisation de ce génocide, l'entente. Et que, en fait, ce qu'on lui reprochait comme élément, parce qu'il n'y avait aucun élément de preuve à mettre sur la table, Jean Kambanda, dans cette procédure telle qu'il l'a suivie, n'a pas été capable de respecter ces nouvelles règles de procédure de cette juridiction inhabituelle, une juridiction qui est créée par le Conseil de sécurité, qui a dû, en se mettant en place, créer sa propre jurisprudence. Et donc, voilà, Jean Kambanda n'a pas su profiter des règlements, des possibilités pour arrêter une procédure. Il n'a pas réagi dans les temps voulus, dans les délais impartis par ce règlement, et par conséquent, il est coupable, y compris je dirais, du chef d'accusation le plus grave, qui est entend pour commettre tous ces crimes contre l'humanité, ces crimes, ces violations graves du droit humanitaire international. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, évidemment, cela a faussé complètement la politique du parquet à l'égard de l'ensemble des membres du gouvernement, parce qu'il s'agissait quand même de faire un procès sérieux, au départ de massacres réels qui ont été organisés ici et là, et il s'agissait d'avoir des preuves précises du rôle joué par tel ou tel. Donc, et ça, on l'a empêché de faire ça. Donc en fait, si je vous comprends bien, et ici dans le livre, Jean Kambanda est explicite, au point 137 à la page 74,
il décrit bien ce que vous venez de nous expliquer en détail, l'insécurité de sa famille. Et après, il décrit les problèmes de séquestration dont il a été l'objet lui-même à Dodoma. C'est 13-14, donc le chapitre 13-14 de son livre, à la page 327. Oui, tout à fait. Et après le transfert à La Haye, il y a eu également le séquestre de sa famille en Égypte, où apparemment on demande à sa famille de rembourser 2000 € que le tribunal aurait avancé. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est-à-dire que pour s'assurer qu'entre le mois de juin, le début juin, au moment où l'accusé prononce son aveu, et la période, la deuxième sur la peine, qui n'a lieu qu'à peu près, je crois, le 3 septembre 1997, pour s'assurer de sa bonne discipline, la famille qui se trouvait, je pense, en Côte d'Ivoire, a transité par l'Égypte, n'est-ce pas? Et elle n'est arrivée aux États-Unis qu'au moment où il y a eu la confirmation de la peine, et s'étant assuré que dans cet intervalle, Jean Kabanda ne revienne pas sur son aveu. Donc, le stand-by en Égypte, c'est pour dire, la famille n'est pas encore tout à fait en sécurité, mais en attendant, confirmez, ne bougez pas, ne changez pas d'attitude à l'égard de votre aveu, et alors, ils passeront aux États-Unis quand, dans la deuxième phase, il aura été condamné à la peine maximum. Très bien. Donc, existe ce problème justement d'un aveu de culpabilité finalement extorqué par un tribunal international, ce qui est quand même assez gros. L'histoire, je pense que c'est un sujet d'étude des doctorants en droit international. L'histoire Mais il y a des critères pour vérifier que l'aveu, d'abord, l'aveu doit quand même reposer sur de fameuses présomptions de culpabilité. Or, ces présomptions, elles sont très faibles. Deux, je pense qu'il faut s'assurer de la sincérité. Il faut qu'il dispose de tous les services d'un conseiller, sa défense, si on veut, ou son équipe de défense, qui lui explique bien ce qu'on lui fait signer et le sens de ce qu'on lui fait signer. Or, il n'y avait que Maître Inglis qui ne parle. J'ai été en contact avec lui, il ne dit pas 3 mots corrects en français et il ne connaît pas le Kinyarwanda. Et c'est lui qui a certifié, avec quelle déontologie de l'avocat, je voudrais qu'on me l'explique, qu'il était de son intérêt et que ça se défendait bien, que le texte qu'on lui faisait signer, par lequel il renonçait à tout futur moyen de défense, a-t-il disposé véritablement d'un avocat digne de ce nom? Est-il normal que ce soit l'ami de la famille du procureur adjoint Mouna qui ait trouvé cette merveille rare entre mille et qui l'ait imposée et qui est abondé en disant « moi je connais bien le procureur et vous allez voir, voilà, tout va très bien se passer et votre famille sera à l'abri, il sera toujours temps de... » Donc,
Mais tout Maître ça est Inglis léger, je n'ose pas croire que Kambanda ait acclamé. a roulé. Et tout de suite après le prononcé du jugement, Jean Kambanda a renoncé à ses services. Est-ce que... Envoyé. D'accord. Et après avoir envoyé cet avocat, Jean Kambanda, dans le dit document qu'il a écrit et signé en 2011 en renvoyant à la présidente du tribunal, il énonce 5 éléments sur lesquels il se base pour dire que la planification du génocide des Tutsis, du génocide des Hutus, a été l'œuvre du même cerveau, très, en tout cas très élaborée et très intelligente de Paul Kagame. Oui. Il parle de l'intention génocidaire mens rea, je ne sais pas ce que ça veut dire, de Paul Kagame. 2, les archives du gouvernement rwandais sur lesquelles il s'est basé pour affirmer ce qu'il nous dit. Vous allez certainement nous en parler. L'infiltration des Interahamwe par le FPR. Et puis, un fait nouveau, que je trouve quand même nouveau, les Interahamwe du MRND et les Interahamwe du FPR. Et ceci confirme ce qu'on a entendu très récemment avec Mme Rwigara, qui parlait des Interahamwe du FPR, donc les Interahamwe de notre type. Et ceci allié au 5e élément que Kambanda appelle les brigades clandestines du FPR. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que j'avais posée d'emblée, et on est retourné au livre. Quels sont les éléments, en votre qualité de criminologue, quels sont vraiment les éléments criminologiques et criminogènes qui pourraient confronter ces 5 éléments de preuve qu'apporte le Premier ministre Jean Kambanda? Mais il faut simplement aussi rappeler, il est évident que dans une société qui s'ouvre à la démocratie, les acteurs politiques dans les communes, les différentes communes, etc., sont visibles. La population les connaît. Les rebelles, constitués aussi de combattants qui sont parfois d'autres nationalités, en particulier des Ougandais, mais aussi des Somaliens, etc., ne sont pas connus. Et comme il y a une politique d'élimination, et ça, moi je l'ai vu lors de voyages, d'élimination brutale de civils dans les zones contrôlées par l'APR. Et encore, élément aggravant, tout ça est expliqué en détail dans le livre, élément aggravant, malgré la signature des accords d'Arusha confirmés avec tous ces différentes parties, ces différents aspects, les paysans qui ont cherché à rentrer dans la zone tampon se sont vus soit interdire, soit menacés d'élimination. Et on a les enquêtes qui ont pu être faites, surtout des populations des préfectures de Byumba et de Ruhengeri, mais surtout Byumba, qui ont perdu la majorité des habitants de ces préfectures, ont été éliminés. Dès avant la fameuse offensive du début février 93, il y avait déjà 350 000 réfugiés déplacés de guerre qui pourrissaient dans différents camps et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et puis après
l'offensive de l'APR en février 93, eh bien, s'est ajouté encore 600 000. Donc on voisinait le million, avec une pression épouvantable. Et donc, quand il est apparu alors que non seulement, et c'est confirmé, le fait que le FPR prétendait interdire et contrôler strictement et empêcher finalement les propriétaires, les paysans eux-mêmes, propriétaires de leur lopin de terre, de leur endroit, et pour leur famille, idem. Entre parenthèses, il y a eu aussi des populations dans le Moutara, notamment les réfugiés politiques qui ont fui le génocide de 72 au Burundi, qui se trouvaient concentrés loin des frontières au nord du pays. Ceux-ci ont été les cibles systématiques de l'APR. Donc on a éradiqué la population d'origine burundaise dans cette région du Nord. Donc tous ces éléments sont confirmés, sont de notoriété publique. En plus, circonstance aggravante, n'oubliez pas, là où il y a eu des tentatives d'organiser des consultations démocratiques pour désigner les responsables locaux, eh bien, là où les résultats démocratiques dans les zones contrôlées par l'APR, là où les résultats ne correspondaient pas avec la vision unipartiste de l'APR, eh bien, les gens désignés et les électeurs qui avaient mal voté étaient purement et simplement liquidés. On a vu ça, je crois, les massacres dans les communes jouxtant la frontière dès septembre 93. Dès septembre 93 déjà. Tout à fait. Tous ces éléments-là, moi j'ai pu visiter la centrale de la Daruka qui a été détruite, centrale électrique, par l'APR. On m'a montré comment est-ce que je dirais, des endroits d'abattage de la population où se trouvaient véritablement des charniers. Dans cette région-là, les gens n'osaient pas s'aventurer dans cette région. Bon, voilà. Quant à l'infiltration, l'importance de l'infiltration des combattants du FPR, ou infiltrés dans la population, infiltrés dans les mouvements de jeunesse, tous les mouvements de jeunesse, hein, c'est évidemment une technique extrêmement efficace. On sait très bien, et c'est reconnu par Jean Kabanda, que les jeunes qui ne trouvaient pas à s'employer dans le milieu rural, qui végétaient faute d'emploi, que leur région ne pouvait pas leur apporter, ont été conquis, ont cru que la démocratisation pouvait se faire avec les méthodes du FPR pour d'autres partis. Et donc, il est certain que le FPR avait dans les jeunesses des différents partis des combattants infiltrés et qui ont poussé ces mouvements, ces groupes de jeunes à se livrer à des massacres, à des pillages, les plus divers.
Et bien entendu, dans le témoignage de Jean Kambanda, il ne lui vient à aucun moment l'idée de considérer normal et que ce soit justifié par une défense civile bien comprise. Donc ça, il n'accepte pas. Mais l'exploitation de ces jeunes qui vivent en dehors du milieu familial, dans un monde rural où tout le monde contrôle ce qui se passe, eh bien, ils échappent au contrôle et ils s'amoncellent dans des endroits plus urbanisés et ils se livrent, oui, sous prétexte de démocratisation, de motivation politique. Ils se livrent à des comportements tout à fait inacceptables en prétendant remplacer la gendarmerie, les moyens de la justice, etc. En plus, il faut savoir maintenant, et moi je pense que j'ai un élément qui est pour moi beaucoup plus grave encore, c'est que à partir du moment où l'Union européenne, qui est associée avec un pays comme le Rwanda depuis la période de l'indépendance, et puis rejoint par un pays comme l'Ouganda au moment où l'Angleterre est entrée dans l'Union européenne, et où l'Ouganda est devenu aussi un pays associé à l'Union européenne, vous prévoyez dans le budget du Fonds européen de développement, vous préparez des enveloppes pluriannuelles pour répondre aux besoins de développement de l'agriculture ou d'autres secteurs prioritaires, vivriers ou que sais-je encore, tant dans les négociations que vous avez à Kampala avec les autorités ougandaises, que vous avez aussi à Kigali avec les autorités ministres de la planification du Rwanda. Et donc, pendant ce temps-là, entre ces deux pays, vous tolérez un trafic d'armes et d'équipements souvent sophistiqués et de combattants qui sont en train de détruire ce que l'on prétend par ailleurs vouloir construire en matière de développement. Et ce petit jeu, parce que en réalité, comment est-ce qu'on appellerait ça, le dépôt d'armes de l'APR se trouvait caché dans ce qu'on appelait ça a un nom qui ne me vient pas au bout des langues, mais jamais on n'a pu effectuer avec le groupe des observateurs internationaux, le GOM, on a pu aller vérifier, comment est-ce que je dirais, la démilitarisation de cette zone frontière, le contrôle véritablement de cette zone frontière. Et d'un autre côté, cette zone frontière bloquée par l'APR, le couloir vital, le corridor nord, vital pour l'économie rwandaise, était bloqué. Tous les convois, cafés et autres, qui passaient pour aller rejoindre le port de Mombasa, ne pouvaient plus passer. Donc, non seulement l'Union européenne ne pouvait pas tolérer le trafic d'armes entre deux pays avec lesquels il est associé à des tâches de développement pacifique, et d'autre part, d'asphyxier finalement la persistance des agressions, d'asphyxier complètement le corridor économique vital, le corridor nord du Rwanda, en direction du port de Mombasa. Bon, je pense que, évidemment, il faut chercher les responsables sans aucune, comment est-ce que je dirais,
il s'est passé tel et tel massacre dans telle ou telle région. Les enquêtes doivent être faites systématiquement, mais il faut remonter aux planificateurs, à ceux qui ont préparé, qui ont allumé, parce que le danger d'un génocide, on crie au danger de génocide depuis le début de la guerre d'agression de l'APR d'octobre 90. Déjà à ce moment-là, le communiqué de l'APR justifiant son agression dit qu'il envahit le pays pour corriger un génocide qui s'est passé au Rwanda à la période de la tutelle belge entre 59 et 62. Bien sûr, monsieur Alain, mais il y a également, vous venez de dire quelque chose peut-être assez important, en parlant de l'Union européenne et son action dans cette partie de l'Afrique centrale. Elle n'a pas bougé. Mais, voilà. Attention, à ce moment-là, il y avait un acteur important de membres de l'Union européenne qui se trouve être la France. Et son ministre de la Défense, M. Pierre Jox, oui, le 26 février 1993, 2 semaines avant de quitter ce ministère, puisqu'il a quitté le ministère le 9 mars 1993, c'est sous le gouvernement Rocard II, et qui fut remplacé effectivement également par... non, donc lui, il a été ministre sous Rocard II et sous Bérégovoy. En ce moment-là, le premier ministre était Pierre Bérégovoy. Celui-ci qui sera remplacé par Édouard Balladur seulement le 29 mars. Donc la lettre... Seulement le 29 mars 1993. La lettre a été faite le 26 mars. C'est-à-dire le ministre de la Défense... Il n'était plus ministre. Il était le 26 février. Oui. C'est le 26 février que la lettre a été éditée, excusez-moi. Oui. Et donc le 26 février, 2 semaines avant de quitter son ministère, il écrit ceci. Je reste préoccupé par notre opposition au Rwanda et par le rôle dans lequel nos 690 militaires peuvent se trouver entraînés car l'armée rwandaise de fait ne se bat plus guère. En concluant, il dit si le FPR, alors il argumente, si le FPR reprend son avance, nos soldats peuvent, au bout de quelques heures, se retrouver face aux rebelles. Le seul moyen de pression un peu fort qui nous reste, c'est l'intervention directe étant exclue, me semble l'éventualité de notre désengagement. Présenter à Habyarimana comme une menace, elle peut l'amener à assouplir ses positions. Présenter à Museveni et au FPR comme une réponse possible à leur propre concession, elle pourrait les faire fléchir, donc renoncer à une victoire militaire au profit de la seule victoire politique. Alors, le négociateur était en ce moment-là Marcel Debarge, qui devrait, à mon avis... Le négociateur était Marcel Debarge. Oui. Donc, il dit Marcel Debarge devrait, à mon avis, pouvoir disposer de cet argument pour faciliter sa mission. Alors, ma question est la suivante, M. De Brouwer. Donc, c'était sous la fin d'un gouvernement socialiste. Oui. Alors, ma question est la simple. Est-ce de ces erreurs dont parle M. Bernard Kouchner et que peut-être qui font qu'aujourd'hui la France, on le voit bien, est en train de donner quand même de faire des largesses au gouvernement de M. Paul Kagame? Je pense, en tout cas, d'abord, on a trop vite dit que les phares étaient incapables de résister et d'ailleurs au début, ils ont mis fin aux attaques et ils ont ramené la paix. Mais les négociations qui se sont faites
de manière cavalière, en donnant comme perspective d'abord le non-respect des accords de cessez-le-feu successifs proposés à l'APR. Tous ces accords ont été violés. L'APR est devenu un personnage central dans la soi-disant démocratisation du pays, alors que son objectif était tout à fait différent, c'était la conquête pure et dure du pouvoir à n'importe quel prix. Introduire la fusion des armées et insérer au poste clé de l'armée et de la gendarmerie, après avoir gonflé les effectifs qui étaient d'à peu près 5000, et plus les gendarmes n'étaient pas très nombreux. C'était un pays pacifique, le Rwanda. On ne peut pas dire qu'il avait un budget épouvantable de l'armée. On a multiplié ça par 7, je pense. Offrir à tous les gens qu'on a rapidement mis sous les armes, sans les former suffisamment, et puis parler d'une fusion des armées, en sachant que la fusion, c'était en fait l'infiltration des phares par les attaquants. Donc les phares, voyant que les partis politiques traitaient ces questions de sécurité avec une telle légèreté, les phares, les gens ont été démotivés. Donc on a eu soit des gens qui désertaient, soit des gens qui essayaient de se payer leur future pension en vivant sur la région où ils étaient déployés. Et donc, pour le cadre officier rwandais, ça a été très très difficile de gérer les aspects militaires des accords d'Arusha. Et tout les a poussés, en fait, à une démotivation, puisque les civils, les partis, ne sont pas capables de prendre les problèmes avec responsabilité, acceptent qu'on introduise dans la zone neutre de Kigali un régiment de 600 hommes qu'on va placer au centre même de tous ces éléments-là, le fait qu'on essaye de politiser les phares. On a fait la fameuse réunion des officiers chez Madame Agathe. Tout ça est catastrophique et entache l'unité des forces armées rwandaises. Ce n'est pas que les militaires rwandais soient incapables de se défendre, pas du tout, mais c'est qu'on ne leur a laissé aucune perspective d'avenir sérieuse. Et on les a profondément démotivés. Bien sûr, il fallait arriver à démobiliser. Le Rwanda n'avait pas besoin de 100 000 hommes pour dominer la population comme on l'a vécu après avec la soi-disant libération du FPR. Justement, monsieur. Donc la militarisation complète de tout le pays. Donc voilà, je pense que les aspects militaires des accords d'Arusha étaient vraiment bâclés, inacceptables même. Et pour des gens qui voulaient construire une société où l'armée serait une armée constitutionnelle, une petite armée, mais bien opérationnelle, bien intégrée, donc on était très mal parti. On a fait tout le contraire. Et voilà, donc je pense, moi, que c'est vrai que certains Français, mais ça n'était pas l'idée de Mitterrand, certains Français n'ont pas vu qu'avec une coopération revue et avec des forces et un mandat plus adapté,
c'est vrai, les questions techniques que l'autorité militaire française se pose sur la situation des 690 hommes, il est normal que le commandement français se pose ce type de questions-là, mais la question est de pouvoir constituer autour d'un corps expéditionnaire qui était bien adapté à la mission de paix qu'on attendait de lui. Il suffisait que l'on trouve de l'aide dans d'autres pays de l'Union européenne pour venir aider les Français et adapter aussi le mandat qui, au départ, quand on constate que les accords sont plus ou moins respectés, est un mandat d'accompagnement, mais qui doit, à un moment donné, si une partie déchire cet accord, et ça a été le cas très vite, hein, très très vite, donc je ne vois pas pourquoi. Oui, je me rends compte que ce type de question est posé, que les Français ont peut-être poussé le président dans ses derniers retranchements. On peut alors se poser une question plus fondamentale. Quel respect avons-nous encore de la souveraineté des pays que nous sommes supposés aider, avec lesquels nous coopérons? Il est évident que encourager un accord de paix est excellent, que les Américains et les Français se soient mis d'accord pour encourager les deux parties, mais alors il fallait vraiment qu'il y ait un contrôle, et un contrôle pas seulement d'une partie, toujours la même, auquel on attribuait tous les manquements, alors qu'il est prouvé que là où il y a eu planification, pas où il y a eu déchaînement de passion tout à fait coupable et inacceptable, nous sommes bien d'accord, mais là où il y a eu allumage de feu systématique, il y a un plan de préparation à une offensive finale, à une solution finale, et cette solution finale, elle a montré dans l'ex-Zaïre où étaient réfugiés entre 1 et 2 millions à un moment donné de réfugiés ayant fui leur pays, dans les deux Kivu, on a vu au moment où l'APR a organisé avec l'appui de l'Ouganda et avec l'appui de l'armée burundaise, le démantèlement manu militari des camps contre toutes les règles internationales, et où on a montré devant la télévision à peu près les 400 000 réfugiés obligés de rentrer dans des conditions assez effroyables. Tandis que on considère que, hypothèse basse, 200 000 ont été achevés, de 200 à 600 000 ont été achevés dans leur fuite éperdue dans la forêt équatoriale. Des millions, parce que, M. De Brouwer, la guerre du Congo a apporté, comme aiment le dire plusieurs Congolais, environ des Congolais 6 millions francophones aussi. Bien sûr, mais aussi des Congolais, des vrais Congolais, des Congolais de l'Est à l'Ouest. Environ 6 millions de personnes sont mortes. Alors, ça, ce question, sont tous les Congolais, ça. Voilà. Et la question, c'est l'APR qui va jusqu'à Kinshasa. Mais ça fait partie de cette solution oui, finale. Oui. Et vous avez bien dit que la négociation sur la question militaire fut un fiasco.
Parce que Et même là, les Anglais et les Américains, je dirais les Français et les Américains, qui patronnaient l'accord de paix, ne pouvaient pas patronner un accord de promotion d'une solution militaire dans les mains. Mais c'est ce qui a été fait, M. Alain de Brouwer. Et même aujourd'hui, ça, je prends vos mots, ce fiasco, 25 ans après, se vérifie, puisqu'apparemment, ce n'est pas apparemment, puisque certainement, même si la presse ne veut pas en parler, mais notre ministère des Affaires étrangères, donc belge, a bien dit que maintenant il faut être prudent quand il faut aller au Rwanda. Parce qu'il y a une nouvelle rébellion qui, même si on ne veut pas l'admettre, qui attaque et qui est en train de déstabiliser le pouvoir de Kagame. Alors, ma question est la suivante. Comment, même ici en Belgique où nous sommes, une personne qui aime vraiment le Rwanda et qui aime les Rwandais, maintenant Hutu et Tutsi, puisque finalement tous ils font face à une horde militaire qui, en tout cas, un gouvernement militaire, une dictature militaire qui les opprime tous, et les Hutus et les Tutsis. Et les Hutus et les Tutsis, bien sûr. Est-ce qu'il beaucoup de repentis parmi les Et puis, à l'occasion du 90e anniversaire de Mandela, cet homme de la paix, comment ne pas trouver dans le monde entier une personne qui puisse promouvoir la vérité que vous venez de nous exposer si brillamment sur ce conflit rwandais et favoriser la réconciliation de ce peuple qui en a quand même besoin et qui le mérite, me semble-t-il. Mais c'est l'action de... C'est le rôle en tant qu'ancien de l'IDC que Jean Kabanda, c'est le rôle que Jean Kabanda a, et il a affirmé sa prétention de jouer ce rôle, de sauver par la vérité, et la vérité dans un véritable procès. En fait, il s'est, dans sa pleine reconnaissance du génocide, afin de fonder son action, son combat pour que la vérité sorte, sans tabou et je dirais même sans précaution. Il dit les choses. Oui. Moi, je fais une certaine présentation pour la partie du public qui serait plus occidentale, mais le cœur du livre et de sa version anglaise, qui j'espère suivra bientôt, c'est du pur Jean Kabanda et ça vaut la peine de le lire. Vraiment. Oui, moi j'ai aimé là où il dit que je ne suis pas de ceux qui croient que j'étais un Premier ministre pantin, que je n'ai pas exercé ma fonction, et son aveu de culpabilité est loin d'être seulement une négociation pour peut-être le bien-être de sa famille, mais c'était pour dire, eh bien, j'étais Premier ministre, j'ai été défait, et en cela, je porte ma responsabilité. Le gouvernement en exil a, dès la fin octobre, changé, réformé, changé de ministre de la Justice, nommé Stanislas Bonham-Pékin ministre de la Justice en exil, et orchestré avec lui et une équipe d'avocats, d'hommes d'universitaires, une enquête dans les camps sur tous les massacres. Ils ont réuni des tas de témoignages mis ensemble qu'ils ont présentés durant l'année 95 au procureur Goldstone, qui était en train d'installer ses bâtiments, son tribunal. Et d'ailleurs, je pense que ces documents ont été donnés aussi, ont transité à travers Maître Skers,
mais il y avait une lettre signée par le nouveau ministre de la Justice, donc Stanislas Bonapeka, qui ne peut véritablement, auquel on ne peut rien reprocher que d'avoir été un courageux opposant, un homme défendant une organisation de la justice qui respecte la présomption d'innocence, qui réserve un droit à la défense, etc. Quand il était ministre, et qui a donné à un moment donné sa démission, pas du tout pour l'affaire Mugesera, mais parce qu'il n'arrivait pas à faire certaines réformes de procédure pénale qui aillent dans le bon sens, suffisamment vite. Donc, ce monsieur est devenu le ministre de la Justice du gouvernement en exil. Ils ont fait une part du travail, aucun accusé de réception. Je ne sais pas où se trouvent ces documents, ce serait une bonne question. Tout comme pourquoi ces livres donnés, puis ces autres documents, la lettre de Jean Kambanda au président du tribunal, à la présidente du tribunal, ces documents envoyés au président Théodore Meron et au procureur Hans-Boubacar Jallow, ça, pour eux, ça ne compte pour rien. Or, ça ne peut pas constituer. C'est une mine. Ça ne peut pas constituer une base de révision du procès Kambanda, M. Alain de Brouwer. À mon avis, si le TPIR veut finir en beauté, si elle veut tenir compte des derniers jugements dans lesquels les juges dénoncent l'incapacité du parquet à donner des preuves sérieuses d'une planification du génocide du côté de l'État rwandais, que ce soit son gouvernement intérimaire ou que ce soit du côté de l'état-major des phares, jamais, à aucun moment, et d'ailleurs dans leur jugement, les juges font savoir, le parquet n'a été capable de donner une preuve sur un noyau planificateur. Par contre, un certain nombre d'indices qui, mis ensemble, nous font découvrir le rôle plus que douteux du chef militaire du FPR. Et on peut comprendre qu'au début, le public, un certain public qui voulait les réformes et accélérer les réformes, ne connaissant pas l'existence de ces brigades clandestines et de cette infiltration dans les mouvements de jeunesse. Mouvements de jeunesse qui sont venus faute de paix parce qu'il y avait partout de l'insécurité, on faisait sauter des grenades ici et là, on faisait des attentats à la gare routière de Kigali pour faire peur aux gens. Cette méthode guerrière qui reprenait un peu les traditions royales à Inkontagny du temps des Bami, où la politique se fait par la force guerrière, de la lance, les seigneurs eh bien, dans les mouvements de jeunesse, on a pensé que faire la politique nouvelle, c'était un peu agir avec l'efficacité du FPR. Et ça, c'est ce qui a vraiment perdu le pays, parce que ça a déshonoré complètement la société rwandaise, et on sait très bien que ce n'est pas le peuple rwandais qui planifie quoi que ce soit, n'est-ce pas? La planification est bien ailleurs, hein? Mais on veut faire supporter à ce peuple toute la responsabilité des actes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre,
des actes de torture, etc. Toutes les violations graves du droit humanitaire international doivent être prises ensemble, sans dire, voilà, le génocide, mais oui, le génocide et tout le reste. Le négationnisme, c'est de croire qu'il y a une espèce de un génocide abstrait, comme ça, imaginé par des dirigeants du Parmé Hutu qui se mettent en cercle et qui préparent un génocide, l'élimination d'une composante de la société rwandaise, en l'occurrence ici la famille Tutsi, et donc voilà, tous les drames, tout ce qui s'est passé, eh bien voilà, c'est le résultat de ces groupes secrets qui auraient ensemble imaginé cette solution finale. Aucune preuve, jamais, à aucun moment, aucun élément qui me permet de dire cela. Par contre, si on voulait éviter les massacres, moi j'ai fait une mission et j'ai été sur le terrain en août 93 et je suis rentré effaré en disant si on n'a pas vraiment une force internationale crédible, capable de bloquer des attaques, des agressions, on allait vers la destruction du pays. J'ai écrit ça dans un rapport, c'est dans les archives de l'IDC, Synergie de l'IDC. J'ai annoncé ça en disant si on. Donc, or, qui a demandé le maintien puis le renforcement et qui, au contraire, a poussé la MINUAR à partir? C'est très clair. Le représentant de Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU, monsieur le ministre Jacques-Roger Bobo, l'explique très bien. Jamais le gouvernement a crié, a essayé, le ministre des Affaires étrangères, je suis témoin de cela, et c'est confirmé par Philippe Reyntjens, voulait rencontrer les responsables de la politique étrangère de l'Europe pour demander une aide, pour sauver le Rwanda de cette guerre atroce. Et on ne lui a pas donné de visa pour venir à Bruxelles. Il a dû se contenter d'aller à Paris et à Bonn pour essayer d'obtenir une intervention et d'obtenir un changement politique à l'ONU. Or, on a des documents qui très rapidement annoncent que il ne fallait pas se fatiguer. En très peu de temps, le FPR allait emporter tout le morceau et le calme reviendrait et tous les problèmes seraient réglés. Bon. Et alors, moi, j'ai lu des lettres rédigées ainsi. Je comprends que dans l'actualité, il manque peut-être une action forte de la Belgique qui connaît, à vous entendre parler, monsieur De Brouwer, qui connaît mieux le Rwanda et les Rwandais. Et il y a suffisamment de ressortissants rwandais d'ailleurs devenus belges. Qui connaissaient mieux, peut-être. Peut-être aujourd'hui moins, mais... Ceux qui les connaissent bien, ce sont les Rwandais. Bien sûr, mais il y a des Rwandais belges suffisamment ici. Il y a des Rwandais belges. Qui pourraient certainement favoriser ce facteur de paix et de réconciliation, de vérité, en tout cas faire la vérité, faire surtout la vérité sur ce qui s'est passé. De faire la vérité, c'était le but d'un certain nombre et de créer un gouvernement démocratique ouvert à toutes les composantes de la société, avec la diaspora, en contact avec ceux avec lesquels il y a moyen de maintenir ces contacts discrets, bien sûr, dans le pays, mais un gouvernement en exil. Et je dirais aussi des magistrats belges, parce que moi j'ai porté plainte
nous avons été accusés quand même de beaucoup de choses. J'ai porté plainte via le parquet fédéral auprès de la juridiction espagnole qui s'est saisie du dossier avec une instruction extrêmement intéressante, très soigneuse, très complète. Et j'ai ajouté ma plainte, j'ai expliqué ce que moi j'ai vu personnellement et les éléments qui, pour moi, sont relativement probants. Cette plainte a été déposée au parquet fédéral le 16 janvier 2009 et après une réunion de travail au parquet fédéral avec le procureur adjoint Maire, Philippe Maire, le parquet fédéral a transmis à la justice espagnole mon témoignage plainte. Et donc, nous espérons que malgré le changement de la juridiction, enfin, le changement de la législation espagnole en matière de compétences universelles pour tout ce secteur du droit humanitaire international, il faut évidemment maintenant prouver des critères de rattachement avec l'Espagne. Il y en a certains. Et donc, nous espérons, malgré tous les coups de frein qui ont été donnés après coup, que cette instruction ira jusqu'au bout. Jusqu'à présent, quand il y a eu l'occasion d'arrêter notamment l'ancien chef d'état-major de l'APR, Kaberebe, on voit que, en tout cas en Angleterre, on n'a pas réussi à mener le mandat espagnol jusqu'au bout. Ou plus exactement, on a joué la comédie, on a alerté le parquet général à Kigali pour demander, en disant il est accusé, il y a un acte d'accusation et les Rwandais, la justice rwandaise a dit qu'il s'en occuperait. Voilà. Donc vous pouvez imaginer la destination de... Par contre, le parquet général de Kigali continue à utiliser des vieux mandats d'arrêt internationaux, les lancer encore, alors que des gens sont accusés, je ne vais pas donner de dossier individuel pour rester général, mais sont accusés d'avoir organisé des massacres dans leur région d'origine à des dates, alors qu'on a la preuve que ces personnes imputées se trouvaient bien ici en Belgique à l'époque des faits relatés dans cette espèce d'usine à fabriquer des accusations qui se trouvent logées avec, je ne sais pas, peut-être Ibuka ou d'autres, je ne sais pas comment on fonctionne les organismes de délation. Bon. Et même, on a voulu à un moment donné, comme le premier acte d'accusation, tombait à une période où il était impossible à la personne imputée d'être sur le terrain, puisque on a la preuve qu'il se trouvait bien en Belgique à cette époque-là. On a essayé alors de faire remonter son action criminelle à la période des massacres de Babogui. Oui, il y a eu des massacres de Babogui, notamment.
en janvier 91. Mais pas de chance, la personne visée se trouvait dans une délégation de haut niveau du MRND, en visite en Europe, et notamment en Belgique. Et nous savons bien pourquoi, parce qu'on a eu plusieurs réunions avec eux sur comment arriver à sortir de la crise et de manière positive. Qu'est-ce que, du côté de Kigali, on peut faire pour faire avancer le terrain, le retour à la paix et surtout le règlement de ce qui reste encore à régler en matière de réfugiés, pour faciliter l'octroi de papiers pour rendre visite à la famille, de voir peut-être si des possibilités s'ouvrent pour certains qui n'ont pas un. Donc, dans les accords de la commission mixte entre le Rwanda et l'Ouganda, on avait prévu d'ailleurs des visites de réfugiés dans certains sites au Rwanda. Donc tout ça allait dans le bon sens. Et donc on a eu vraiment au bureau politique de l'IDC des réunions de travail avec eux au moment où ils étaient supposés organiser à Gisenyi et dans les forêts du à la frontière, puisque les malheureux Bagogoué ont été forcés par l'APR à faire du portage d'armes et d'équipements, de nourriture et autres, lors des offensives. Donc ils ont utilisé des Bagogoué, pas les Bagogoué, des Bagogoué, il faut toujours être très prudent. Hein. Et donc voilà, là aussi le parquet de Kigali, pas de chance sur les dates, on a la preuve, ils sont présents. J'ai retrouvé un vieil agenda 91, le jour où ils sont venus avec 4, ici même, où vous vous trouvez. Donc, en plus, Est-ce que on a envoyé ça à la justice allemande, et celle-ci qui était moins au courant, et tenant compte aussi des enquêtes qui avaient été faites du côté belge, ont relâché. Entre-temps, ils ont quand même réussi à bloquer pendant 8 mois une personnalité qui venait voir en Europe, qui habitait très loin et qui venait voir en Europe les siens, les enfants qui sont encore aux études. Voilà le parquet de Kigali s'occupe encore aujourd'hui. Voilà, Monsieur Alain de Brouwer, si cette note positive, parce que vous avez parlé de la note positive, j'espère que au moment où le Rwanda actuellement en a encore besoin de positivité, de positiver, espérons que la paix puisse vraiment être recouvrée et que la vérité et la réconciliation puissent en être les moteurs. Donc moi, je vous remercie infiniment au nom du Kondera Libre et je voudrais vous demander peut-être de donner un message de la fin de notre entretien. Mais moi, je ne prétends pas, après 20 ans, avoir le dernier mot. Il faut reprendre ce livre. Je crois qu'avec Jean Kabanda, le fait de publier le témoignage personnel de Jean Kabanda est vraiment un geste de paix, de réconciliation. Il le fait avec beaucoup à la fois de réalisme et sans esprit de revanche. Je pense que arriver à obtenir la révision du procès de Kabanda, c'est vraiment non pas un objectif du passé, c'est un objectif d'avenir.